canevas général. Très rapidement, je passe en revue ces, ce programme de cours. Le contenu, c'est une approche via des éclairages, pour l'essentiel chronothématiques. Pourquoi? Parce que la chronologie, elle permet de comprendre des phénomènes dans la longue durée, c'est absolument fondamental. Et la thématisation, c'est une manière d'identifier des questions qui croisent les différentes échelles auxquelles vous êtes confrontés dans vos studios de projet, c'est-à-dire l'échelle urbaine, l'échelle de l'édifice et l'échelle du logement. Si on parcourt rapidement ces intitulés, vous voyez qu'il y a des éclairages sur l'évolution de l'architecture du logement à proprement parler, sur l'espace du logement, sur l'évolution des types dans la longue durée. Alors, c'est cette série de cours-là, il y en aura 5 ou il y en aura 4, je suis toujours amené à faire un peu évoluer les choses, mais c'est un canevas général. Alors, pourquoi est-ce intéressant de focaliser ainsi sur l'architecture du logement? Premièrement, parce que ça permet d'identifier l'origine ou les origines des modèles dominants de la production contemporaine, ceux que l'on peut observer aujourd'hui, notamment dans la production française. Deuxièmement, ça permet d'identifier le rôle que les architectes et les pouvoirs publics ont joué dans la longue durée dans la définition successive des standards de l'habitation. Donc ça, c'est assez important de pouvoir envisager les types contemporains dans la longue durée, de manière à saisir les moments où il y a des choses qui se cristallisent, qui se fixent. Et puis évidemment, l'intérêt, c'est aussi de s'interroger sur la marge de manœuvre des architectes. La marge de manœuvre des architectes, quelle est leur marge de manœuvre pour faire évoluer ces standards? Quelle fut-elle dans le passé? Quelle est-elle aujourd'hui? C'est intéressant d'évaluer la marge de manœuvre des architectes pour concevoir des logements susceptibles de conjuguer à la fois des ambitions architecturales légitimes, c'est bien la moindre des choses, et puis également les aspirations des habitants qui sont tout autant légitimes. Un seul exemple pour illustrer la manière dont le type de la commande est absolument déterminant dans la production architecturale. Jean Ginsberg, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, Jean Ginsberg, c'est un architecte majeur, un architecte français majeur du XXe siècle. Il a construit énormément de logements et il en a construit notamment de très très beaux immeubles dans le 16e arrondissement de Paris, dans la banlieue ouest également. C'est une production qui est de standing et c'est une production qui est tout à fait remarquable. Lorsqu'on zoome un peu ici, on voit Promenade Ginsberg, c'est un extrait, une carte et quelques positionnements de projets sur cette carte, extrait du livre de Philippe Dehan, Jean Ginsberg, Une modernité naturelle. Donc voilà, c'est un parcours que je vous engage à faire. Alors évidemment, parfois on ne peut pas, rarement d'ailleurs, on peut entrer dans les immeubles, mais au moins se faire une idée de ce qu'a construit cette personne, qui est quand même une figure emblématique de l'architecture française et notamment de l'habitation. Et puis ce quartier, le 16e, c'est aussi l'occasion de visiter des opérations de Manet Stevens, de Le Corbusier, etc. Donc voilà, Ginsberg excelle, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la production de logements de standing. Et puis, dans le même temps, il a été confronté à la logique de la production de masse, à la logique des grands ensembles. Et lorsqu'il est confronté à cette échelle de conception, à ce programme, eh bien, en réalité, son talent n'y peut guère. Pourquoi? Il a réussi, en réalité, dans cette opération, à mettre en place un système de duplex très intéressant sur lequel je reviendrai. Mais pour l'essentiel, cette opération, c'est un grand ensemble. Et de la même manière que tous ses confrères qui ont été confrontés aux exigences de la productivité et du moindre coût, eh bien, il ne pourra que livrer des projets qui échoueront dans la durée. Celui-ci sera entièrement rasé. C'est une opération qui a été construite à mot. Donc, voilà, on pourrait prendre des dizaines d'exemples qui illustrent ce décalage entre le potentiel
des architectes et puis la réalité de la commande, y compris chez Le Corbusier. Le Corbusier construit son chef-d'œuvre à Marseille, j'y reviendrai longuement, l'unité d'habitation de Marseille, et puis il échoue quelques années plus tard avec l'unité d'habitation de Nantes-Rézé. En tout cas, de mon point de vue, c'est un échec. Pourquoi il échoue? Parce que la première commande à Marseille bénéficie de financements particuliers. C'est d'emblée une copropriété qui est plébiscitée par les occupants, qui sont plutôt des classes moyennes supérieures. Et la seconde opération, c'est une opération de logement social relativement standard, avec des objectifs de limitation des coûts très contraignants, et qui pénalise évidemment le projet. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Et bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je reviens sur le sommaire des cours. Oui, je précise quand même par rapport à ce que je viens d'énoncer là, c'est que je vous dis ça également pour que vous soyez critique et pertinent par rapport à ce que vous observez. L'idée, c'est que quand on ne peut pas juger toutes les opérations de manière indifférenciée, sans connaître la maîtrise d'ouvrage, les conditions de travail de l'architecte, la marge de manœuvre dont il a pu disposer. Tout ça, c'est fondamental pour pouvoir exercer une critique qui soit un tant soit peu pertinente et juste. Si je reviens sur ce programme, dans ce programme, il y a un focus sur des réflexions qualitatives associées à l'architecture du logement, entre fonctionnalisme et indétermination, on pourrait dire plutôt détermination et indétermination, avec des notions, des termes récurrents qui font partie du vocabulaire et des notions abordées par les architectes dans ce champ de conception. On parlera de plan libre, d'appropriation, de participation, de flexibilité, d'évolutivité, de neutralité. Tout ça, vous le verrez, est assez passionnant, assez intéressant. Il y a un cours sur la distribution. Avec notamment un focus sur la coursive. La coursive, un dispositif à la fois banal et polémique. Donc là, je passerai en revue des opérations sur à peu près un siècle, sur tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On verra comment ce dispositif a été décliné, ce que ça produit, avec évidemment des résultats et des formes très contrastés. Ce sont des exemples que vous pourrez évidemment réinjecter, re-questionner dans le cadre du projet, de la même manière que tous les thèmes qui sont abordés dans ces cours. Il y a un focus sur une période particulièrement riche en termes de politique publique, en termes de position doctrinale, en termes de réalisation. C'est la période des Trente Glorieuses, grosso modo 1945, 1975, 1950, 1975, peu importe. On verra notamment qu'en marge d'une production de masse qui est très contestable, qui est très contestée, les grands ensembles, pour faire court, sur lesquels on reviendra, il y a des alternatives qui se mettent en place, qui sont assez intéressantes, parfois même très intéressantes, très stimulantes. Il y a celles qui relèvent de la prospective à proprement parler. Cette période est une période particulièrement riche en la matière. Et puis il y a d'autres positions, d'autres alternatives à la production de masse, qui, elles, ambitionnent de combiner quantité et qualité. Et on verra le travail de personnalités singulières comme Le Corbusier, évidemment, Marcel Lotz, Fernand Pouillon, Jean Dubuisson, Émile Aïot, Jean Renaudy, Georges Candidis, Chadracouz, etc. Donc voilà. Je m'intéresserai à un type particulier, c'est l'habitat intermédiaire. Ce type est qualifié d'intermédiaire parce qu'il s'agit d'un dispositif qui vise à la fois une densité relativement proche de l'habitation collective, et puis en même temps des caractéristiques de l'habitation individuelle. Et là, je vous montrerai quelques exemples entre 1965 et 2000.
Le Corbusier, évidemment, Marcel Lotz, Fernand Pouillon, Jean Dubuisson, Émile Aïot, Jean Renaudy, Georges Candidis, Chadracouz, etc. Donc voilà. Je m'intéresserai à un type particulier, c'est l'habitat intermédiaire. Ce type est qualifié d'intermédiaire parce qu'il s'agit d'un dispositif qui vise à la fois une densité relativement proche de l'habitation collective, et puis en même temps des caractéristiques, parce qu'il s'agit d'intermédiaire. Ce type est qualifié d'intermédiaire parce qu'il s'agit d'un dispositif qui vise à la fois une densité relativement proche de l'habitation collective, et puis en même temps des caractéristiques de l'habitation individuelle. Et là, je vous montrerai quelques exemples entre 1965 et 2020, entre les années 60 et aujourd'hui. Je vous montrerai quelques exemples et je vous expliquerai les raisons de la popularité croissante de ce type dans la production contemporaine. Il y a un éclairage sur l'impact des règles urbaines dans la fabrique de la ville, et je développerai cette idée selon laquelle les règles urbaines ne sont pas simplement des données administratives, mais elles portent toujours une vision idéale, voire une vision idéalisée, de ce que doit être la vie urbaine. On verra notamment le basculement idéologique et doctrinal assez radical qui se produit au tournant des années 1970 et qui se caractérise par le passage du plan d'urbanisme directeur parisien au plan d'occupation des sols qui est l'ancêtre du PLU actuel. Et puis, dans un second temps, on verra l'évolution des sensibilités dans la fabrique de la ville entre les années 2000, 1990, on va dire, et j'ai mis 1980, mais c'est plutôt 1990 et aujourd'hui à partir d'autres exemples français, notamment à Paris. Le dernier éclairage portera sur quelques enjeux contemporains singuliers, sachant que toutes ces approches, que ce soit à l'échelle des plans, de la distribution, de l'habitat intermédiaire, etc., toutes ces approches sont en prise avec des questions contemporaines, même si on a parfois un regard orienté vers le passé. Dernière séance où on identifiera quelques enjeux majeurs: reconversion, démolition du patrimoine des années 60, densité et questions environnementales, îlot, lot, macro-lot, mixité sociale et mixité fonctionnelle, habiter la grande hauteur, bref. Des thèmes très intéressants que j'aborderai avec vous. Alors, l'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est que vous soyez capable de mettre en perspective ce que vous projetez dans les studios par rapport à ce qui a été produit dans le passé et par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. Que vous cela, c'est la grande hauteur, bref. Des thèmes très intéressants que j'aborderai avec vous. Alors, l'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est que vous soyez capable de mettre en perspective ce que vous projetez dans les studios par rapport à ce qui a été produit dans le passé et par rapport à projeter dans les studios par rapport à ce qui a été produit dans le passé et par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure d'avoir des regards critiques sur la production contemporaine, en dépassant des positions non savantes du type j'aime ou j'aime pas, j'aime le béton, j'aime pas le béton, j'aime le bois, j'aime pas le... Bref, l'idée, c'est que vous développiez un regard critique, cultivé, avisé sur la production contemporaine et que tout cela, évidemment, ça soit un moteur pour la fabrique de vos projets. Et puis l'objectif aussi, c'est que vous ne soyez pas en permanence dans la situation de vous sentir obligé d'inventer des choses qui en réalité existent déjà ou qui ont déjà été testées dans le passé, des choses pour lesquelles on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce qui évidemment n'empêche pas d'inventer.
C'est-à-dire que non seulement la culture et la connaissance, ce ne sont pas des freins à la création, mais la culture et la connaissance, ce sont au contraire des sources infinies d'inspiration qui permettent de donner du sens au travail de conception. Voilà. Une deuxième remarque, l'habitation, c'est un programme passionnant. C'est un programme passionnant qui croise en permanence le sublime et le banal, la convention et l'expérimentation. Ça, vous aurez l'occasion. C'est un programme passionnant qui croise en permanence le sublime et le banal, la convention et l'expérimentation. Ça, vous aurez l'occasion de le tester dans vos studios, dans vos ateliers. L'habitation, c'est un programme éminemment complexe. C'est un programme qui mobilise de très nombreux savoirs, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des économistes, des historiens. C'est un programme particulièrement ardu également. Pourquoi ? Parce qu'il convoque une multitude de normes techniques, de normes juridiques, de normes dimensionnelles, de normes sociales. Et puis c'est un programme auquel vous serez très probablement confronté au cours de vos activités professionnelles futures, quel que soit votre mode d'exercice. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que si l'on s'en tient aux chiffres diffusés par l'Ordre des architectes, qui concernent le montant des travaux déclarés de la profession, on s'aperçoit que les logements collectifs représentent grosso modo un tiers du volume global. Cela concerne les opérations de régénération urbaine, cela concerne les opérations de réhabilitation plus ou moins lourdes du parc existant, et puis cela concerne les projets neufs que vous voyez sortir de terre un peu partout autour de vous. Cette part qu'occupe l'habitation collective dans la production, elle s'explique assez aisément aussi par la nature singulière du programme. Dans le passé, la croissance des villes, elle s'est faite par le biais de l'habitat, évidemment, c'est toujours le cas aujourd'hui, et ce sera toujours le cas demain, même si les processus de fabrication des villes et les jeux d'acteurs évoluent en permanence. La croissance des villes ou de quartiers peut être amorcée ou accélérée par la construction d'équipements singuliers, des équipements culturels comme le musée Guggenheim, Bilbao, la Bibliothèque de France à Paris, Seine-Rive Gauche, des équipements sportifs, le Stade de France dans la plaine Saint-Denis, mais la matière première, ou la matière, pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif dirigé par Nasrin Serradji, la matière première, ce sont les nouveaux quartiers articulés à ces ouvrages, des nouveaux quartiers qui sont amenés à se développer en parallèle du processus banal du renouvellement de la ville sur elle-même. Le développement de ces nouveaux quartiers, il s'opère via des procédures d'aménagement, il s'opère via des concours qui sont soumis à des règles urbaines et architecturales, et ces règles, elles définissent les modalités d'occupation des sols, elles déterminent les volumétries autorisées, les gabarits, et puis elles interfèrent dans toutes les questions liées à la mixité, qu'elles soient fonctionnelles ou sociales. Donc toutes ces variables, vous vous en doutez, ne sont pas statiques et immuables. Toutes ces variables, elles évoluent au fil du temps. Si on s'en tient à Paris, les modalités de production de l'habitat et les formes urbaines de la ville haussmannienne ne sont pas celles du Paris des Trente Glorieuses, qui ne sont pas celles du Paris des années 60 et de la table rase, qui ne sont pas celles du Paris des années 80 et des années 90, et de la même manière, aujourd'hui, les modes de production, les modalités de production, le cadre de production de l'habitat a encore évolué et ça se transforme en permanence. Alors, tout ça, pour énoncer une évidence, c'est qu'un cours sur l'habitation n'a d'intérêt fondamental que si on le place dans une perspective urbaine, et notamment dans la perspective des mutations urbaines qui traversent le XXe siècle, dont on peut évaluer la manière dont elles ont façonné les quartiers que l'on observe quotidiennement autour de nous. Une autre remarque que je voulais faire par rapport à ce programme,
c'est son actualité assez cruciale, voire cruelle dans certains cas. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. La presse, en général, presse quotidienne, presse hebdomadaire, presse télé, etc. La presse n'a pas cessé de publier des articles, des reportages, des enquêtes qui ont révélé qu'un nombre conséquent de logements en milieu urbain sont médiocres. Ils sont médiocres parce que les surfaces sont trop réduites. Ils sont médiocres parce qu'ils ne sont pas suffisamment spacieux pour y travailler dans de bonnes conditions. Ils sont médiocres parce qu'ils ne sont que très rarement dotés d'espaces extérieurs. Et puis, d'une manière plus générale, ils sont médiocres parce que les membres d'une même famille peinent à occuper simultanément leur logement dans de bonnes conditions dès lors qu'ils mènent des activités diverses. Voilà, ça c'est un fait. Donc si vous voulez, le confinement a fonctionné un peu comme un révélateur d'une situation qui est assez catastrophique, il faut bien le reconnaître. En réalité, tout le monde la connaissait, cette situation, et les architectes la dénoncent depuis 50 ans. Il faut savoir quand même qu'on construit aujourd'hui en France des 3 pièces qui parfois ne dépassent pas 58 mètres carrés. En Europe, la moyenne, elle est plutôt autour de 75 mètres carrés. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est scandaleux, mais il reste à savoir si cette prise de conscience nationale sera suivie d'effets ou si le monde d'après sera finalement le même que le monde d'avant, voire en pire, comme le suggère ce petit dessin de Xavier Gors. Alors, des articles, j'ai sélectionné quelques titres et quelques chapeaux là. Dans Le Monde, AMC, Yann Richter, architecte, l'obligation de rester chez soi permettra peut-être à certains de mesurer la valeur du logis. Ben, on l'espère, tout le monde l'espère. La taille et la qualité des logements doivent être un chantier auquel nous devons nous atteler. Là, c'est une tribune publiée par Jacques Lucan, François Leclerc et Odile Seller, où ils reviennent sur le caractère absolument pathétique du parc de logements français. Un autre article d'Isabelle Lefebvre, qui elle est la journaliste archi du Monde. En 20 ans, les appartements neufs franciliens ont perdu jusqu'à 15% de leur surface. Voilà, c'est un fait. Ça se traduit dans la réalité. Et puis un autre article qui annonce un référentiel. Logement neuf, un référentiel en chantier pour améliorer la qualité des constructions. 2 personnalités, dont François Leclerc et un maître d'ouvrage dont j'ai oublié le nom, ont été sollicités par la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon, pour essayer d'apporter des réponses, essayer d'initier des pistes pour améliorer les logements. Alors, ce document vient juste d'être publié, ce référentiel vient juste d'être publié, je n'en connais pas le contenu, je ne l'ai pas consulté, je reviendrai dessus dès que j'aurai eu le temps de le faire, mais voilà, c'est une initiative qui est censée rebattre les cartes, qui est censée inverser la tendance. Cela dit, il y a quand même de fortes chances pour que on soit plutôt dans le registre des préconisations. Il y a plutôt des chances pour que ce soit incitatif et en aucun cas prescriptif. Alors je m'avance un peu, mais on en saura plus prochainement. Ce que de nombreux reportages ont également montré, c'est qu'un nombre croissant d'urbains sont attirés par la vie hors des centres. On parle de l'attraction des villes moyennes, de la nouvelle attraction des villes moyennes. Ça reste à prouver, ça reste à confirmer. On parle de l'attraction de la campagne, évidemment. Et puis on parle de la revanche du pavillon de banlieue. Voilà. Donc le modèle de l'hypercentre, très valorisé, a un peu du plomb dans l'aile, et il semblerait, en tout cas c'est ce que de nombreux articles, de nombreuses enquêtes, même des sondages d'opinion, ont commencé à révéler. Alors,
on le comprend bien, je reviens pas dessus, hein, tout ça est très limpide, même si dans les faits, on ne sait pas encore concrètement. On parle d'une explosion du marché pavillonnaire, on parle d'une explosion des achats de maisons individuelles. Bon, tout ça reste à confirmer dans la durée. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a dans tout cela, dans ce phénomène qu'on observe, des enjeux qui sont imbriqués. On débat aujourd'hui de la surface et de la qualité générale des logements construits, mais la question se pose également à l'échelle des formes urbaines, et qui dit forme urbaine dit vie sociale. On ne dit pas de la même manière à la campagne et en ville. Tout ça interroge la question de la densité, des densités, des mobilités. Où vit-on? Où travaille-t-on? Comment se déplace-t-on? Donc ça pose des questions de densité, de mobilité, d'organisation du travail. Et sachant que ces questions-là ne sont pas sans conséquence sur les enjeux environnementaux. Alors, vous lirez ce petit extrait d'article-là qui montre bien qu'il peut y avoir un décalage entre la demande très forte des Français qui a émergé pendant cette crise sanitaire, cette attente par rapport à des logements de qualité et à des lieux de vie plus généralement qualitatifs, et puis la réalité des enjeux contemporains où le dogme absolu, défendu par les architectes et défendu par les pouvoirs publics, c'est la densité, voire l'hyper-densité. Évidemment, sous couvert de préoccupations environnementales et de lutte contre l'étalement urbain. Voilà. Donc c'est un sujet très intéressant, qui est vraiment très intéressant. Et je vous invite évidemment à lire tous ces articles. J'en mettrai quelques-uns en ligne. Une des questions centrales, je le disais, c'est cette question de la densité. La forte densité est-elle un accélérateur épidémique? La question est posée et des experts répondent très clairement que ce n'est pas le cas. La surmortalité dans le Grand Paris au cours du premier semestre 2020 témoigne que la ville dense n'est pas mortifère en soi. Elle n'est pas facteur direct de contagiosité. La Seine-Saint-Denis a une densité 2 fois moins forte que la ville de Paris, mais elle est beaucoup plus affectée par l'épidémie. Et le fait est que la Seine-Saint-Denis, le 9-3 si vous préférez, c'est le deuxième territoire le plus pauvre de France, derrière la Réunion et tout juste devant la Martinique, je crois. Norman Foster s'est exprimé sur la question dans cette revue Design que vous connaissez probablement, revue en ligne. Foster considère que la pandémie ne changera pas fondamentalement l'aménagement des villes. Dans cet article qui est paru il y a quelques mois, il résume très bien le fait que dans l'histoire, dans la longue durée, les enjeux sanitaires ont été déterminants dans l'évolution des formes urbaines, toujours, et on aura l'occasion d'y revenir très longuement, mais il fait l'hypothèse que la pandémie actuelle ne bousculera pas fondamentalement ce qui est engagé en ce moment, mais qu'elle va probablement jouer un rôle d'accélérateur des transformations qui sont d'ores et déjà engagées. Et puis d'autres, toujours dans Design, questionnent plus précisément la sphère de l'habitation avec une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que la forme de l'habitat du futur doit prendre en compte le paramètre de la contagion via une dizaine de critères, dont le renouvellement de l'air, l'exposition, l'organisation des pièces, etc. Voilà, bon. Également, lisez-le, c'est toujours intéressant. Il y a parfois des propositions farfelues, mais en tout cas, ça fait partie du débat contemporain. Alors, vous comprenez bien que toutes ces questions qui sont posées dans le sillage de la pandémie, ce sont des questions éminemment politiques. La dimension politique de ce programme, l'habitation, est incontestable. Alors le terme politique, je le prends ici au sens le plus large du terme.
Je m'explique par rapport à cette idée. La fabrique de l'habitat, vous vous en doutez, elle repose sur un tissu d'acteurs qui sont partie prenante dans la construction d'un marché. Il y a des aménageurs. Les aménageurs, ce sont des structures en charge de l'aménagement du foncier en amont du processus de conception-construction à proprement parler. Il y a des maîtres d'ouvrage publics, il y a des maîtres d'ouvrage privés, il y a des concepteurs, architectes, urbanistes, designers, paysagistes, etc. Il y a des bureaux d'études. Les bureaux d'études délivrent des expertises. Il y a des entreprises de tailles diverses qui ont élaboré des savoir-faire dans la durée. Et puis au bout de la chaîne, il y a les habitants. Mais il y a également des élus. Les élus, ils sont déterminants dans les stratégies locales. Je vous renvoie au débat actuel parisien en matière de circulation, de construction de logements sociaux, etc., sous la mandature d'Anne Hidalgo. Voilà, ça crée des débats et des tensions très, très vives. Les élus locaux ont un poids manifeste. Et puis, il y a aussi des décideurs d'un autre niveau. Ces décideurs, ce sont des ministres, ce sont des hauts fonctionnaires, on peut dire qu'ils font partie de la technostructure, qui, eux, sont à l'origine de politiques nationales en matière d'habitation. Cette dimension politique, elle est extrêmement large et elle recouvre toujours à la fois des ambitions économiques et des ambitions sociales. Alors, tout ça prend des formes diverses, j'aurai l'occasion d'y revenir. Un seul titre d'exemple pour illustrer mon propos, lorsque les pouvoirs publics décident de valoriser l'habitation collective au détriment de la maison individuelle dans les années 1950-1960, il s'agit d'un choix politique qui s'appuie sur la refonte radicale des métiers du bâtiment dans une perspective de production de masse qui, elle, repose sur l'industrialisation du secteur, en tout cas la tentative d'industrialisation du secteur. C'est un choix politique. C'est un choix politique, les architectes y adhèrent, dans leur très grande majorité dans un premier temps, et ce choix se traduit par la genèse de nouvelles formes urbaines et par la définition de nouveaux standards de logement. C'est une décision qui est à la fois pragmatique et idéologique, j'y reviendrai. C'est un projet social, comme le suggère l'historien Kenny Kupers. C'est un projet qui va profondément remodeler le paysage urbain des périphéries des villes françaises, et parfois même les centres des villes françaises. Mais c'est un projet qui va également bouleverser les manières de vivre, les manières d'habiter dans des environnements qui sont totalement, radicalement reconfigurés. Lorsque les pouvoirs publics lancent à partir de 1966 le programme des villes nouvelles de la région parisienne, alors vous les connaissez ou vous en avez entendu parler, Cergy-Pontoise, Évry, Melun-Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée. C'est aussi un choix politique. On sait déjà à ce moment-là que les grands ensembles sont un échec. On sait que l'on va droit dans le mur et on cherche des alternatives. On cherche des alternatives à la monofonctionnalité. On cherche des alternatives au gigantisme des grands ensembles. Dans ces villes nouvelles, qui sont imaginées par l'État central et qui sont pilotées dans un premier temps par des structures publiques, on va tenter de combiner de l'individuel et du collectif, on va combiner de l'accession à la propriété et du locatif. Mais surtout, l'objectif, c'est de faire des villes à part entière, pas les cités dortoirs. L'objectif, c'est de faire des villes avec des centralités affirmées, des villes avec des équipements, avec des commerces, avec de l'immobilier tertiaire et des lieux de production. Donc il y a la notion de travail qui est évidemment très, très importante. Tout cela, c'est un choix politique. Lorsque les pouvoirs publics créent au début des années 1970 les programmes d'architecture nouvelle, l'acronyme c'est PAN, P-A-N, programmes d'architecture nouvelle qui deviennent Europan à partir de 1996, c'est-à-dire qu'on quitte l'échelle française pour passer à une échelle européenne.
L'ambition, c'est de sortir de la spirale délirante des grands ensembles, de renouveler les types de logements, de renouveler les manières de construire, de renouveler les formes. Donc il y a une volonté insufflée par les pouvoirs publics et pilotée par la direction de la construction au sein du ministère de l'Équipement. Donc là, très concrètement, c'est un projet politique qui a une incidence sur la production française et qui se traduira notamment dans les programmes des villes nouvelles. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing, VGE, président de la République entre 1974 et 1981, lorsque Giscard d'Estaing déclare en 1977 « Il faut aller vers ce que les Français souhaitent, c'est-à-dire la maison individuelle », c'est un choix politique qui se traduit par des mesures concrètes. Ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de favoriser le crédit immobilier pour qu'un maximum de Français puissent devenir propriétaires de leur maison individuelle, favoriser le crédit immobilier, faire baisser les coûts de construction, évidemment, pour que le plus grand nombre des Français puissent y accéder, avec un objectif très clair, c'est de créer un marché de la maison individuelle. Ce marché, il va échapper aux architectes. Les architectes construisent aujourd'hui à peu près 5% des maisons individuelles qui sortent de terre en France. Le marché échappe aux architectes et ceux qui en bénéficient, ce sont les industriels du pavillon. Alors, ça a forcément un impact à la fois sur les architectures produites, sur l'offre en matière de logement et également sur l'évolution des formes urbaines, des modes de déplacement, sur l'étalement urbain. Évidemment, vous pouvez bien le comprendre. Lorsque la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, qui est votée en 2003, lorsque cette loi est votée, elle impose aux communes de plus de 3500 habitants de construire un minimum de 20% de logements sociaux. Voilà, c'est un choix politique. Ce choix, il est de dire, bon, voilà, il faut favoriser une plus grande mixité sociale. L'objectif est très clair, c'est de mettre fin à la logique des ghettos urbains. Alors, c'est une ambition qui est louable. Ça peut prendre des formes diverses, la mixité sociale. On peut envisager la mixité à l'échelle d'un quartier, on peut l'envisager à l'échelle d'un îlot, on peut l'envisager à l'échelle d'un immeuble, je vous montrerai des exemples. Et puis par rapport à ce projet-là, à cette ambition-là, il y a des mauvais élèves. Pour reprendre le titre de cet article, qui fait suite à la publication régulière des enquêtes de la Fondation Abbé Pierre, les mauvais élèves, ce sont des communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Alors pourquoi? Pour des raisons diverses, en réalité, soit parce que les élus ne souhaitent pas bouleverser leur assise électorale, c'est une forme de pragmatisme électoraliste dans la perspective d'être réélu, soit parce qu'ils craignent de devoir gérer des populations qui sont peu ou mal intégrées, ça c'est évidemment un problème potentiel, c'est une réalité, soit qu'ils souhaitent répondre aux attentes de leur électorat et de leurs administrés en général, qui n'ont pas l'intention de cohabiter avec des populations qui ne leur ressemblent pas. Donc voilà, ça fait partie des enjeux. C'est un sujet éminemment politique, vous le comprenez bien. Et lorsque les pouvoirs publics s'engagent en faveur d'une approche environnementale, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années, on est là aussi dans des choix politiques qui pèsent. Ils pèsent sur le cadre de production des immeubles de logement, pour le meilleur et pour le pire, entre des recherches stimulantes, parfois très stimulantes, ambitieuses, et puis des opérations qui relèvent plutôt de l'affichage et du marketing urbain. Voilà. Donc je vais passer ça très rapidement, on reviendra sur différents aspects au cours des séances, mais c'était une manière de vous immerger un petit peu dans cette question. Ma dernière remarque introductive, elle concerne les sources documentaires qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser lorsqu'on s'intéresse à cette question de l'habitation. Je ne vous donne aucune bibliographie générale.
je ne pense pas que ce soit très productif. Alors ça fait très bien sur Taïga d'aligner 50 bouquins que personne ne lira, donc ça ne sert à rien. Donc ce que je fais, moi je procède différemment, c'est déjà je vous oblige, je vous impose de lire certains articles, mais plus généralement, dans chacun de mes cours, je présente des références, des ouvrages, parfois en ligne, des articles, des ouvrages qu'on peut consulter à la bibliothèque, des expositions qui ont parlé, des catalogues d'expositions qui abordaient tel ou tel thème. Voilà. Donc il y a des références qui sont publiées régulièrement, pas de bibliographie générale. Et évidemment, dès lors que vous souhaitez investir plus particulièrement un sujet, dès lors que vous vous intéressez à un thème particulier, ou à un architecte, ou à quoi que ce soit, je vous donne des références exhaustives, le plus exhaustives possible, en tout cas sur la question que vous soulevez. Alors, il faut reconnaître que, à propos des sources documentaires sur ce sujet, il faut reconnaître qu'elles sont colossales. Elles sont colossales parce que le sujet est investi à la fois par des journalistes qui parfois font des choses vraiment très très bien, par des critiques d'architecture, par des architectes, par des historiens, par des urbanistes, par des géographes, par des sociologues. Et tous ces gens-là, qui ont une forme d'expertise, tous ces gens-là délivrent des points de vue dont il faut bien prendre conscience de la spécificité, de la diversité, ne serait-ce que parce que les savoirs qui sont mis en œuvre dans ces différentes publications ne sont pas les mêmes et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas forcément le même thème qui est traité, ou en tout cas le thème de l'habitation n'est pas abordé sous un angle univoque, et le public visé peut être évidemment très, très, très différent. Alors, dans tout ce magma de références, on peut faire un petit tri comme ça rapide. Je peux vous montrer des types d'approches de cette question de l'habitation. Elles sont toutes intéressantes dans une certaine mesure. La première ressource, celle qui s'impose évidemment, ce sont les revues d'architecture. Les revues d'architecture publient régulièrement des numéros spéciaux sur ce sujet, avec des analyses, avec des illustrations. C'est plus ou moins conséquent, c'est plus ou moins bien fait. Mais voilà, c'est intéressant, ça permet de prendre la mesure de la production contemporaine. Et ça vise essentiellement les opérations récemment livrées. Alors, je vous invite à les consulter. Alors, soit les numéros spéciaux, soit les revues. Dans toutes les revues, il y a évidemment presque toujours, un article sur une opération française ou étrangère qui est diffusée. Donc ça, c'est une chose, c'est une première chose. Les revues, on va dire que c'est une matière qui est tout à fait intéressante. Le seul problème que moi j'observe, c'est qu'il est très rare que les plans des opérations soient bien publiés, ou alors suffisamment avec une échelle une échelle adaptée à la précision et à la compréhension des choses. Donc c'est parfois un petit peu le règne de l'image qui domine, mais ce n'est pas toujours le cas. Bref, donc en marge de ces publications, là, il y a d'autres choses. Il y a des ouvrages, moi je considère, qui relèvent de l'analyse architecturale, ou en tout cas qui se prêtent à faire de l'analyse architecturale. Ce sont des ouvrages comme celui-ci, Typologie Plus. La présentation est assez soignée, assez détaillée. Les projets sélectionnés sont toujours, ou presque toujours, intéressants. Et les projets, la production est abordée sous l'angle des types architecturaux et de la morphologie des ensembles, sous l'angle des systèmes distributifs et constructifs, sous l'angle de l'organisation des logements, des logiques combinatoires, des espaces extérieurs, des espaces privatifs, etc. Donc, très bonne publication. Alors, il y en a des tas d'autres du même type. Donc, on retrouve à chaque fois des éléments plutôt intéressants, des photos de qualité, l'intégralité des plans, ou en tout cas
l'ensemble des plans nécessaires à la compréhension de l'édifice et puis des coupes qui permettent de parfaire la compréhension. Donc ça, c'est le minimum en termes de compréhension d'un édifice. Quand vous voyez des publications où il n'y a pas de coupe, où il y a seulement un petit plan, laissez tomber, c'est du temps perdu. Un autre exemple très intéressant, Bruno Marchand, c'est un architecte et enseignant suisse, il enseigne à Lausanne. Il a quelques publications très intéressantes. Donc là, on est toujours strictement dans l'analyse architecturale, ou en tout cas dans la proposition du document qui se prête à l'analyse architecturale. Là, on se focalise sur un pays, c'est la Suisse, et on s'intéresse à des concours. Enfin, Bruno Marchand s'intéresse à des concours. Ici, c'est entre 2000 et 2005, mais il y a un exemplaire plus récent où les projets sont regroupés par thème, pliés, compactés, vidés, ponctués, 1, 2, 3, assemblés, enclore. Bref. Donc voilà, une approche intéressante. La présentation en mode suisse, rationnel, une photo de maquette, une mini explication, un plan des tâches courants, un zoom, et puis un plan général, des élévations, des perspectives, en bref. Voilà, très bien, je vous le recommande. Toujours dans le registre de l'analyse architecturale, Grundrissfibel. Alors là, ce sont des opérations, ce sont des concours. Il s'agit de 50 concours de logements sociaux où les auteurs présentent systématiquement le projet lauréat, mais également les projets qui étaient en lice pour chaque consultation. Et les projets sont présentés de manière très sobre. Il y a un plan de masse, un plan d'étage. Ici, l'intérêt, c'est de prendre la mesure des décalages, des différentes options que mettent en œuvre les agences en réponse à une même question, à un même programme, dans le cadre d'un même concours. Christian Chitic, alors il a sorti plusieurs ouvrages, c'est une série thématisée. Là, c'est l'habitat collectif, évidemment, que je vous montre. Très intéressant, à la fois par le choix des projets présentés, la qualité des projets présentés, et puis cet ouvrage, et il y en a d'autres évidemment, met en exergue la question de l'enveloppe, le traitement des pots, des parois des immeubles qui sont présentés avec des dessins qui sont parfaitement compréhensibles et très explicites. Hilary French, best of. Elle est en mode best of, c'est-à-dire qu'elle sélectionne 100 logements collectifs du XXe siècle. C'est présenté de manière assez sommaire, mais c'est vraiment pas mal, je trouve, c'est très pratique. Bon, d'une part, ça vous permet de parcourir le siècle et la planète avec des exemples construits remarquables. Et puis, voilà, les plans sont tous redessinés, c'est plutôt assez clair. Et je vous encourage évidemment à feuilleter. C'est en mode best-of, mais surtout c'est un peu en mode best-of, c'est-à-dire c'est une sélection d'architecture remarquable. Toujours en matière d'analyse architecturale, on a Roger Sherwood. Alors, les prototypes de l'habitat moderne. Alors là, il s'arrête en 78, il est publié en 78, donc évidemment, ça part que sur des exemples dits historiques, mais avec des choses tout à fait passionnantes. Alors, l'organisation, le classement, la hiérarchie se fait blocs d'habitation, les tours, les immeubles entre mitoyens, les maisons en bande, etc. Mais on retrouve l'immeuble Clarté Le Corbusier, on retrouve l'unité d'habitation de Corbu, on retrouve des appartements d'Alto Viertel, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et toujours dans le même registre, on a des choses comme ça, plan Atlas logement collectif, c'est un bouquin énorme qui doit peser 10 kilos. Il y a quelques exemples intéressants. Là, on retrouve un classement selon que les bâtiments sont mitoyens, selon qu'il s'agit de blocs de logements,
selon qu'il s'agit de tours de logement. Donc voilà, il y a différents exemples. Donc voilà, dans ces ouvrages, il y a de la matière architecturale. C'est plus ou moins détaillé, mais il y a vraiment de la matière architecturale. Et l'intérêt, évidemment, c'est que quand vous identifiez des projets comme celui-ci, ou comme celui-là, ou Galarathèse, bon, quand même, il n'y a pas beaucoup d'informations. J'aimerais bien en avoir plus. Aujourd'hui, on a 2 options. Ça n'existait pas autrefois. C'est qu'Internet est devenu un vivier quand même. C'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est un vivier. Donc, il faut pas hésiter à y aller, à faire le tri. Et puis, il y a évidemment la bibliothèque qui est quand même qui est un trésor absolu, hein, et dans laquelle vous allez trouver toutes les informations possibles et imaginables. Parmi les approches particulièrement intéressantes de l'habitation, il y a toute une production qui est le fait d'historiens des mentalités. Ces historiens des mentalités, d'architectes aussi, d'anthropologues, qui essaient d'évaluer l'évolution des formes et des usages de la vie privée dans la longue durée. Voilà, comment les choses se passent. C'est absolument passionnant, je ne vous le cache pas. Un ouvrage culte, Norbert Elias, La civilisation des mœurs. Donc Elias est sociologue, il publie son ouvrage en 1939, il est traduit dans les années 70 en France, et voilà, c'est absolument fondamental. La civilisation des mœurs, qui englobe évidemment les transformations de l'habitation et des relations familiales au sein de l'habitation. Un éclairage tout à fait prodigieux, dirigé par Philippe Ariès et Georges Duby, qui sont 2 grands historiens des mentalités. Philippe Ariès est le pape, si l'on peut dire, de l'histoire des mentalités. Histoire de la vie privée, c'est en 5 volumes. Ça existe en collection de poche aujourd'hui, c'est absolument passionnant. Et puis un travail assez singulier et intéressant, Anne Debar et Monique Caleb, architecte Anne Debar, sociologue Monique Caleb. Et alors là, c'est intéressant parce que elles essayent de mettre en parallèle l'évolution des plans et l'évolution des structures familiales, l'évolution des groupes sociaux. Donc voilà. Ceux-là sont plutôt généralistes, on n'entre pas dans le détail, bien que parfois si, certains articles sont très détaillés sur l'architecture, proprement parler. Ici, on est vraiment dans le focus sur l'architecture, mais en relation avec la vie sociale, la vie culturelle. Dans le registre espace et usage, il y a des tas de choses intéressantes. Je dis des tas de choses, j'exagère un petit peu, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Ce sont des ouvrages, ça a été inauguré par Paul-Henri Chombardelot à la fin des années 50, qui a été le premier à s'intéresser au décalage qui pouvait exister entre la production de l'époque et les désirs que manifestaient les habitants. Dans ce sillage-là, il y a quelques ouvrages intéressants, notamment de Jean-Michel Léger, Dernier domicile connu, et puis plus récemment Yves Lion, Logement avec architecte. Jean-Michel Léger analyse les projets d'habitation d'Yves Lion. Évidemment, il le fait avec le regard spécifique d'un sociologue, qui n'est évidemment pas celui d'un architecte, même s'il dispose d'une solide culture architecturale qui lui évite des jugements biaisés, hâtifs, ou des interprétations approximatives. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de passer en revue tous les projets d'habitation d'Yves Lion, qui est quand même une personnalité qui a consacré énormément d'énergie à cette question au cours des 50 dernières années. Toujours dans la rubrique espace et usage, ici un petit livre qui s'est très bien vendu. Monique Caleb, sociologue, Philippe Simon, architecte. Là, l'intérêt, c'est de croiser un peu les deux regards par rapport à la production contemporaine. C'est sur 1995-2012, ça a quelques années, mais bon, les thèmes traités sont évidemment toujours d'actualité. Et ici, c'est un extrait du sommaire. Vous voyez, les sujets abordés sont très nombreux. Comment fabrique-t-on de la mixité sociale et fonctionnelle?
les formes et qualités de l'immeuble et de la maison, distribution et dispositif, la place de la voiture, etc. Bon, donc il brasse un peu toutes les questions que soulève l'habitation contemporaine. C'est assez bien fait d'une manière générale. D'autres travaux portent spécifiquement sur le logement social. Le logement social, c'est un domaine d'investigation à part entière. Il existe de nombreux ouvrages qui abordent cette question. Un que sais-je sur le logement social en France, qui est excellent. Le que sais-je, c'est quand même un outil assez formidable pour entrer dans un sujet qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que c'est écrit par des spécialistes, par des experts, parce qu'il y a une obligation de concision, parce qu'il y a beaucoup de références et que voilà, donc c'est un petit livre, ça coûte pas cher et ça permet d'aborder très rapidement un sujet quel qu'il soit. Propriétaires et locataires, les origines du logement social en France, c'est un ouvrage culte qui revient sur les débats à l'origine du logement social. Jean-Paul Flamand, Loger le peuple, c'est un essai sur l'histoire du logement social qui est très intéressant également, avec une analyse politique et économique très fine. Et puis Marie-Jeanne Dumont, le logement social à Paris, donc 1850-1930. Là, on se focalise vraiment sur une période et sur un lieu. C'est remarquablement bien fait. Marie-Jeanne Dumont est historienne. Voilà, c'est très bien illustré, très bien écrit, et très complet. C'est un vrai livre savant sur la question. Et puis, voilà, il y a aussi des ouvrages qui abordent la question du logement social aujourd'hui. Ça a été publié il y a une dizaine d'années, mais c'est un petit peu l'esprit du temps qui est restitué dans ces petits ouvrages que vous trouverez à la bibliothèque, qui sont quand même de mémoire assez critiquables, ne serait-ce que parce que les plans montrés sont donc quasiment inexistants. À vérifier, mais si vous allez les consulter, méfiez-vous de ça, parce que l'architecture, ce ne sont pas des photos et des images, c'est aussi des plans. C'est des plans et des gens. Voilà, donc l'actualité du logement social, l'histoire du logement social, tout ça, c'est un filon assez considérable. Puis il y a des ouvrages qui développent des focus thématiques. Focus thématique, donc un sujet précis, identifié, traité de manière relativement exhaustive. L'habitat participatif, 40 ans d'habitat participatif en France. Le renouveau de l'habitat intermédiaire, je vous remontrerai cette référence ultérieurement. Manuel Perianez, l'habitat évolutif, les nouveaux logements à Zurich produits par les coopératives d'habitat, sujet passionnant, les coopératives d'habitat qui sont une singularité suisse qui peine à s'imposer en France. Focus thématique sur l'architecture du logement, ici avec un ouvrage qui est paru il y a quelques mois et qui reprend des travaux antérieurs de cet architecte qui est, je crois, anthropologue par ailleurs, qui développe là un propos absolument passionnant. L'écriture est parfois un peu assommante, mais le propos est très pertinent, très cultivé, très précis. C'est vraiment un travail sérieux. Donc l'auteur résume, vous lirez le résumé, l'auteur résume son propos, comment les plans ont-ils évolué et quels ont été les paramètres qu'il faut prendre en compte pour comprendre cette évolution, des exigences de confort, mais aussi de l'urbanisme, l'articulation de l'espace interne du logement et sa relation à l'espace extérieur, etc. La conception de l'enveloppe et des équipements techniques du genre. Bref. Donc voilà, un focus remarquable sur un thème précis, des choses qui existent également. Puis il y a des approches monographiques qui portent sur des villes, sur des opérations, sur des architectes. Donc ici, c'est le très beau livre de Jacques Lucan qui est ancien, déjà 1992. Excellent, très belle exposition, très, très bon catalogue, qui là se focalise sur Paris, un siècle de logement à Paris. Autre exemple d'approche monographique, le Mirail qui est un quartier de Toulouse, construit par Candidis, Josic et Woods dans les années 60. Là, les auteurs reviennent sur la genèse de l'opération, sur la construction, sur la réception par les habitants. Tout cela est détaillé et
tout à fait intéressant. Donc c'est un travail spécifique sur l'architecture de l'habitation. Et puis il y a évidemment ces monographies d'architectes. Monographies d'architectes, ici, c'est Dinner & Dinner, une très belle agence qui construit des opérations remarquables, une très belle agence suisse, avec un ouvrage piloté par Martin Steinmann, qui est un expert de la question. Donc voilà, je m'arrête ici. Mais bon, l'idée, c'est que vous compreniez bien qu'il y a une multitude de publications qui se saisissent d'objets singuliers, et ces publications, elles ont des angles d'approche différents en fonction du public visé, en fonction de l'expertise des auteurs. Ça produit une masse d'informations dans laquelle il faut faire du tri, et c'est évidemment très, très intéressant. Dans la prochaine vidéo, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer à aborder la question de l'évolution des plans de logement entre les années 1850 et le début du XXe siècle, dans un premier temps, en naviguant entre l'habitation bourgeoise et l'habitation des classes populaires. Voilà, merci, bonne journée à tous et à très bientôt.